Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour. Du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Qu'est-ce que les marchés ont à nous dire en ce moment? C'est toute la question avec une nouvelle séance particulièrement compliquée depuis jeudi dernier. Les séances douloureuses s'accumulent pour la planète marché dans son ensemble. Et on a le sentiment que cette journée de lundi a pris la forme d'une liquidation un peu générale. On l'a vu sur les places asiatiques au cours de la nuit, une baisse qui s'est transmise au marché européen évidemment au cours de la journée et qui a été relayée en partie par Wall Street avec peut-être une troisième séance de baisse, de fortes baisses consécutives pour les marchés américains, avec toujours autant de désordre dans ces marchés depuis l'annonce du 2 avril et du grand plan tarifaire de Donald Trump. Beaucoup de perturbations avec des informations non vérifiées, relayées via les réseaux sociaux qui ont permis au marché un temps de rebondir puisqu'on a eu cette information non vérifiée indiquant que Donald Trump envisageait une suspension de 90 jours pour les tarifs annoncés la semaine dernière à l'exception de la Chine. L'information a été démentie assez rapidement par la Maison Blanche, mais on a vu des mouvements de marché très désordonnés à Wall Street et sur les places européennes à l'occasion de cette information non vérifiée qui montre bien quand même le niveau de stress qu'on atteint sur les marchés aujourd'hui. Le VIX a atteint le seuil de 60, un seuil qui correspond au niveau atteint à l'occasion de la crise Covid par exemple, et c'est vrai que les baisses qui s'accumulent en quelques séances nous ramènent sur les plus grandes crises des dernières années, la crise Covid par exemple qui en fut une, ou encore les crises précédentes, la crise de 1987 est également, par exemple, un indicateur de référence sur 3 séances consécutives de baisse pour le S&P 500. D'où viendra le soulagement? D'où viendra la protection offerte et par quelle institution? Il faut imaginer qu'il y aura sans doute des rebonds dans ces marchés chahutés, mais un rebond durable aura sans doute besoin d'un pivot de politique économique de la part de Donald Trump. Est-ce possible? D'un pivot de politique monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine? Là aussi, est-ce possible dans un temps court? C'est toute la question et nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, évidemment, l'incertitude aura des conséquences économiques, quand bien même le montant des tarifs annoncés la semaine dernière par Donald Trump se verrait réduit à un certain stade à travers des négociations qui finiraient par aboutir. La perte de confiance est massive et laissera sans doute des traces et des traces économiques importantes. Nous nous focaliserons sur la partie macroéconomique spécifiquement dans cette émission et dans le dernier quart d'heure plus précisément avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous en visioconférence. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, séance particulièrement désordonnée sur les marchés aujourd'hui, avec évidemment la question des droits de douane qui continue de bousculer les investisseurs. Oui, les droits de douane de base de 10% sur toutes les importations aux États-Unis sont entrés en vigueur samedi, en attendant que les droits de douane dits réciproques entrent en vigueur mercredi. Dans l'intervalle, les conséquences de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump continuent d'effrayer les investisseurs et la panique se reflète évidemment sur les marchés avec des indices mondiaux qui plongent tous. Alors un plongeon qui a été stoppé pour quelques minutes au début de la séance américaine après un prétendu propos de Kevin Hassett, conseiller économique influent de Donald Trump, qui a été relayé notamment sur les réseaux sociaux. Oui, avec prudence encore à ce stade, le conseiller économique du président aurait indiqué que Donald Trump était prêt à envisager une pause de 90 jours dans les tarifs annoncés la semaine dernière
dernière pour tous les pays à l'exception de la Chine. Quelques minutes après, selon CNBC, personne n'était au courant à la Maison-Blanche de cette possibilité. Bon, et cette information non confirmée et rapidement démentie a généré un désordre supplémentaire au cours de cette séance, puisqu'on a observé, partant de cette information non vérifiée, un rebond spectaculaire des indices américains qui étaient au plus bas de la séance. Oui, ainsi le Nasdaq qui perdait 4% à l'ouverture rebondit pour gagner plus de 4% avant d'effacer ses gains. Le mouvement a été suivi par l'Europe en fin de séance avec des indices revenant proches de l'équilibre ou effaçant une bonne partie de leurs pertes. Des pertes qui s'étalent au final entre 2,5% et 3% pour les grands indices européens. Rappelons que ce matin, à l'ouverture, le DAX plongeait de 10%. Le VIX, qui s'est envolé jusqu'à 60 au cours de la séance, a fini par retomber sous le seuil de 50. Bref, une séance extrêmement volatile avec des mouvements de marché de plus en plus erratiques. Bon, on suivra demain les réactions sur les marchés asiatiques qui ont lourdement plongé ce matin avec des mesures de baisse historiques pour certains indices. Oui, commençons avec le Hang Seng à Hong Kong qui clôture en lourde chute de plus de 13%, la plus importante depuis 1997. Le Nikkei japonais cède presque 8% en clôture, au plus bas depuis octobre 2023. L'indice est pénalisé par les valeurs bancaires et plongé de 10% la semaine dernière. Le Topix chute également de plus de 7%. L'indice MSCI Asie-Pacifique cède plus de 8%. En Corée du Sud, les ordres de vente ont même été interrompus et le Kospi clôture même en recul de plus de 5%. Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements, là aussi, très violents qu'on peut observer sur les marchés obligataires, Pauline ? Oui, une réaction très violente puisqu'on voit le 10 ans américain rebondir de plus de 10 points de base à plus de 4,10%. Côté devise, le dollar se stabilise et l'euro-dollar se traite à 1,0950. Le pétrole arrive à rebondir également, un rebond de l'ordre de 2,5% pour le WTI américain qui revient à un peu plus de 63 $. Quel sera le programme de demain après cette journée et ce début de semaine particulièrement compliqué, Pauline ? La journée de demain sera relativement calme en termes d'agenda macro. Les investisseurs prendront tout de même connaissance de la balance commerciale française de février avant le lancement des résultats trimestriels. Ça commencera mercredi avec Delta Airlines avant les publications des banques américaines vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Sébastien Lallevé nous accompagne également, directeur général de Montpensier Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Ravi d'accueillir également Alexandre Taïeb à nos côtés, gérant et analyste chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Bon, on essaiera de prendre un peu de hauteur, mais il faut quand même toujours se forcer à analyser ces séances, cette séquence de 3 séances maintenant, où on a vu le stress, le désordre ne faire que croître. Alexandre, alors pour atteindre peut-être un paroxysme en ce lundi 7 avril, oui. C'est toute la question sur le plan technique, qu'est-ce qui caractérise les mouvements du jour ? La question étant, est-ce qu'on peut retrouver ici les signes d'une capitulation du marché qui pourrait rouvrir un espace d'opportunité peut-être pour les investisseurs ? Alors, c'est une capitulation qui commence parce que si on doit rappeler la séquence, on avait d'abord une baisse qui concernait d'abord et avant tout les valeurs qui étaient le plus liées au business américain, qui étaient le plus impactées par les tarifs, qui s'est généralisée à des secteurs très défensifs, à des entreprises très locales. Donc là, tout baissait un peu de concert, c'était un peu plus la panique. On va essayer de se concentrer sur ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose. On a une réponse aujourd'hui avec la fausse information de la pause de 90 jours. Si jamais, pour X ou Y raison, on a un U-turn, un demi-tour de Trump, ou même ne serait-ce qu'une pause, on a 2 éléments. Le premier, c'est le marché va être très content et les risques de récession évalués par le marché vont probablement baisser. Et la deuxième chose, je pense qui est vrai dans la fake news, c'est que ça ne touchera pas la Chine, l'exemption. Donc voilà, on a peut-être 2 informations qui sortent de là. Des opportunités, oui, il y en a qui commencent à se créer, je l'ai un peu évoqué. Je trouve que sur les entreprises très locales, qui ont un business, alors quand je dis local, ça peut être régional, 100% européen, disons, on a des prix qui commencent à être plus qu'intéressants. Donc là, effectivement, en allocation, ce que je
commence à faire, j'ai arrêté de vendre aujourd'hui. D'accord. Et je commence à regarder ce qu'il y a à acheter. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a eu ce moment où, alors je dis liquidation générale, mais où la baisse s'est faite quand même de manière indiscriminée et sanctionnant tout le monde, toutes les classes d'actifs d'ailleurs, montrant que certains investisseurs avaient besoin de vendre quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière. Oui, alors sur le marché américain, il y a aussi l'effet probablement du retail qui a commencé à vendre. Ils ont acheté massivement jeudi dernier encore. Hein. Oui. Je crois que le creux de jeudi a été encore plus acheté que le creux du Covid. Tout à fait. Et là-dessus, je pense qu'ils se sont réveillés ce matin en regardant leur 401K placement retraite et qu'il y a dû avoir aussi un mouvement de panique à ce moment-là. On arrive dans la période où il faut payer les taxes. Je sais que c'est une question qui se pose de vendre pour être en cash et pour pouvoir payer ses taxes. Le marché américain a été tenu par le retail. C'est des gens qui sont très financiarisés, qui placent beaucoup. Donc aujourd'hui, on peut penser que la capitulation n'est pas terminée, justement parce que le retail américain a longtemps été dans le mindset c'est le point d'achat, c'est le point d'achat, c'est le point d'achat. Ouais. Et là, il y a la capitulation qui commence maintenant. Ah ouais. On a eu effectivement un va-et-vient assez spectaculaire sur la séance de jeudi ou vendredi, où on a vu les hedge funds liquider des positions actions comme jamais peut-être dans l'histoire, et dans le même temps, le retail s'engouffrer dans le premier creux de marché post-annonce de Donald Trump. Ils se sont habitués à un momentum très très fort, notamment sur la tech américaine, sur les Mag 7, qui se sont dit, Nvidia à 95, c'est l'opportunité d'une vie. Sauf que pour ça, il faut pouvoir résister un petit peu à la baisse. Bon, après, il y a la question de l'horizon de temps, effectivement. On n'est pas perdu, peut-être, pour ceux qui ont acheté du Nvidia à moins de $100. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce moment de marché, Bertrand? Et puis cette question, est-ce que c'est un risque de voir des opportunités là immédiates, ou est-ce qu'au contraire, c'est une vraie opportunité de prendre le risque de rentrer dans ce marché? La problématique, c'est on est obligé de faire une hypothèse sur la durée de cette période d'incertitude pour les sociétés, puisqu'on sait clairement, et tous les contacts qu'on a eus chez Fidelity ces derniers temps le montrent, que depuis même un mois et demi, depuis que l'affaire a commencé avec les tensions avec le Mexique et le Canada, beaucoup de sociétés, et pas que américaines, ont mis un petit peu en stand-by leur programme d'investissement, puisque s'il faut qu'ils redesignent leur chaîne d'approvisionnement, ils ne vont pas se mettre à investir dans une usine à un endroit, notamment en Asie, si ça n'a plus de sens d'exporter à partir de là vers les États-Unis. Donc on a cet effet d'attente. Et si effectivement on pense que ça peut durer encore 6 mois ou 1 an, ça c'est très négatif pour le marché, parce que clairement les attentes des profits sont beaucoup trop élevées, et même si effectivement à court terme elles sont faibles, mais qu'elles ne pourront pas être compensées par derrière un outlook des sociétés, puisqu'aujourd'hui aucune société n'est capable de donner, à l'heure où on parle, une vision sur les prochains 6 mois, voire les prochaines années. Donc ça, c'est plutôt effectivement le scénario pessimiste, qui n'est pas notre scénario. Nous, on pense que à un moment donné, la rationalité va l'emporter. Si on se place un peu dans une perspective historique, on sait qu'aujourd'hui, ce que veut faire Trump, c'est rattraper un peu ce qu'ont donné les États-Unis pour construire l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire des droits de douane asymétriques. Pour prendre juste un exemple sur l'automobile, en Europe, une automobile américaine est vendue avec 10% de droits de douane. Aux États-Unis, une automobile européenne avec 2,5%. Donc l'idée, c'est de rattraper ça. C'est vrai que la dialectique est allée plus loin, puisque Trump a dit il faut que vous nous compensiez ce qu'on vous a donné depuis des décennies. Donc là, effectivement, le marché s'est emballé, ça a été la folie jusqu'où on va. Nous, on pense que c'est simplement un rééquilibrage et qu'il veut, sur un certain nombre de segments très précis, avoir autant de droits de douane que ce qui est perçu et ce qui est donné. Donc ça, c'est pas... Je suis d'accord. Sauf que là, pour l'instant, c'est pas très précis. C'est-à-dire qu'il a vraiment bombardé le monde de tarifs, sans discrimination. Simplement un secteur, le secteur chimique. Vous avez donc l'annonce officielle. Derrière, il y a 37 pages d'exemption, produit par produit, parce que les US en ont besoin. Et pour rebondir sur la Chine, nous, on est moins négatif sur la Chine. On pense qu'il va y avoir un accord. Regardez, juste par exemple, encore une fois, la chaîne de valeur sur le solaire. Et Musk est très investi dans le solaire. Autant l'éolien, c'est pas vraiment ce qu'il y a le vent en poupe, notamment offshore. Mais bon, la Californie est encore très positive sur l'éolien onshore, par exemple. Mais restons sur le solaire. Le solaire, Musk est investi, il pousse là-dedans. 90% des composants sourcés viennent de la Chine. Est-ce qu'on va arrêter de faire du solaire aux États-Unis? Non.
Voilà, donc il va forcément y avoir une logique, à un moment donné, à négocier. Après, la question, c'est jusqu'où on va monter jusqu'à ce qu'il y ait une négociation. On pense qu'on est très proche de ce point-là. On pense que ce qui se passe en termes de rumeurs est un test pour le marché. Alors oui, c'est ça. Vrai ou faux, l'info en tout cas, Voilà. elle a le mérite Si elle a de fuité, montrer la réaction du marché si jamais Trump annonçait une pause. Pas Ça, je suis quel d'accord. aurait été l'intérêt pour Trump de lâcher du lest? Oui. Aucun. Là, pour le coup, on voit que la sensibilité, elle est extrême. Ouais. Donc voilà, nous, on est plutôt constructif là-dessus. Partant des niveaux de marché actuels, quoi. Partant évidemment des Oui. niveaux de marché actuels. Ouais. Je rappelle que le Nasdaq est à plus de moins 20% depuis le début de l'année. Le S&P entre moins 12 et moins 15. Bon, donc voilà, donc il y a quand même des opportunités. Encore une fois, il faut faire du stock picking. Et juste le dernier point, c'est qu'il faut vraiment faire une analyse approfondie des sociétés par rapport à la structure de leur prix de transfert. Parce que ces droits de douane ne s'appliquent pas sur évidemment les prix retail à la consommation, mais sur les prix de transfert. Donc il y a des sociétés qui vont avoir l'opportunité de manipuler entre guillemets leur transfert de leur filiale ailleurs vers les États-Unis et donc de payer le moins en quelque ce qu'elles devraient payer, et d'autres ne pourront pas le faire. Voilà. Donc tout ça, c'est assez voilà, il faut vraiment faire une analyse approfondie, mais certaines sociétés seront beaucoup moins touchées, y compris si on gardait la structure actuelle des droits de douane, que d'autres. Donc on a une asymétrie assez forte. Mais là, le marché effectivement a tout vendu. D'accord. Mais vous dites maintenant, va réémerger quand même l'histoire de long terme, le long-term gain narratif de Trump, et on va peut-être pouvoir apprécier, alors secteur par secteur, entreprise par entreprise, mais on pourra apprécier peut-être le marché, dont la fonction est quand même de cumuler à la fois les effets de court terme et de long terme. Hein. Le marché se projette. On va pouvoir apprécier un peu mieux peut-être des histoires de long terme de ce point de vue-là. Je pense. Hein, ce qui a fuité aussi dans la presse ce week-end, c'est que l'administration américaine, non identifié, quelqu'un de l'administration américaine, évoquait que la prochaine étape était de passer dans des accords bilatéraux, bon, ce que tout le monde peut imaginer, puisque c'est un peu l'idée de Trump, mais qu'il fallait au moins 90 jours. Et comme par hasard, dans cette rumeur, on parle de 90 jours aussi. Voilà, donc il y a des choses qui... Voilà. Bon, c'est une manière de communiquer qui est assez étonnante, encore une fois, même si on a eu un premier mandat de Trump, on n'y est toujours pas habitué, mais... Voilà, nous on considère en tout cas chez Fidelity qu'à un moment donné, le pragmatisme va l'emporter et qu'on est proche de ce point-là. Bon. Quel est votre état d'esprit, Sébastien, et quelle est l'analyse que vous faites de cette séquence de marché qui va rentrer dans les histoires? Je ne dis pas que c'est peut-être pas la mère de toutes les crises boursières, mais c'est quand même une crise qui commence à se ranquer à haut niveau, si j'ai envie de dire. C'est une crise 2.0. Hein. Quand 64% des flux aux US et des algorithmes, il faut quand même se dire que n'importe quel mouvement aujourd'hui... aura des conséquences supérieures à celles d'avant, parce qu'il y a des effets auto-entraînants et que dans les flux de jeudi, de vendredi, il y a quelques flux fondamentaux évidemment, mais il y a surtout beaucoup de flux de CTA et de flux passifs en fait. En vrai, donc ce qui est intéressant avec tous ces éléments-là, c'est qu'il y a un peu de... On vit la finance moderne. C'est ça, c'est la crise contemporaine. Je ne suis pas fondamentalement persuadé que ça soit une amélioration. Hein. Quand je vois Elis à moins 15 ce matin à l'ouverture, vu le business model de la société, je suis un peu étonné. Bon, c'est comme ça. Ouais. Alors après, sur la partie fondamentale... c'est un peu lose-lose, hein, de toute façon, hein, ce genre d'histoire. Hein. Donc, quoi qu'on raconte, moi, je pense que ça affaiblit les US à long terme. Je pense qu'après avoir eu un comportement grossier en termes de géopolitique, grossier dans le sens où rompre tout avec tout le monde... Sans faire dans le détail. Quoi. Sans faire dans le détail, America First. Je pense qu'il est en train de forcer des nouvelles alliances, il est en train de forcer des réactions. Vouloir un nouveau monde, c'est très bien, mais un nouveau monde, quand on était leader de l'ancien... C'est un pari. Alors, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'il a dit qu'il le ferait, donc il le fait. Donc, il flatte ses électeurs, il leur dit qu'il bouge. Je ne sais pas si c'est pour le mieux. Moi, ce que je sais, c'est que l'indice de confiance du Conference Board est au plus bas sur 10 ans. Que Walmart a dit qu'il avait un problème de consommation. Delta Airlines a dit qu'il y avait un problème de consommation. Que pour les Américains les moins riches, ils ont épuisé la surépargne liée au Covid. Donc les US vont avoir un problème de consommation et c'est 70% du PIB américain. Et ça veut dire que les contraintes pour Trump, elles vont vite arriver avant les résultats de la long-term story? Trump n'a pas de contraintes. Il vit dans un monde qui est le sien et il n'a aucune contrainte. La réalité, c'est qu'évidemment,
Moi, je pense que... Il n'y a rien qui peut le... Enfin, je ne sais pas, un niveau de rating dans l'opinion, le rating des groupes d'électeurs qui commencent à s'interroger, Fox News ou Fox Business qui commenceraient à dire que ça ne va pas si bien que ça. Enfin, je veux dire, il est quand même sensible à certaines choses. Le sujet, c'est qu'il y avait... On compare toujours à Trump 1. Trump 1, il n'avait pas prévu d'être élu. Il était entouré de gens, entre guillemets, traditionnels. Comme on disait, adults in the room. Là, il avait prévu de l'être. Il est entouré que de gens qui sont là parce qu'ils sont fidèles. C'est généralement pas une source vers le succès, ce genre de choses. Ouais. Donc, quand vous regardez ses principaux conseillers, ils sont pas là parce qu'ils sont experts dans leur domaine. Ils sont là parce qu'ils sont fidèles. Ils ont fait allégeance. Ils ont fait allégeance. Quand on regarde qui négocie pour les US sur la guerre en Ukraine, en Arabie Saoudite, c'est pas vraiment un spécialiste de géopolitique. Quand on regarde qui est le responsable du secrétaire d'État au commerce, c'est pas vraiment un spécialiste du commerce. Donc en fait, ce sont juste des gens qui sont là pour appliquer ce que Trump dit. Et ce que dit Trump dit, il n'est pas sûr de le penser un quart d'heure avant. Donc je schématise évidemment. Je comprends. Mais je pense qu'on essaye beaucoup de rationaliser des choses qui sont beaucoup dans l'émotion, et ça fait 40 ans qu'il veut augmenter les droits de douane aux États-Unis, il le fait. Après, les conséquences, elles sont négatives pour le monde entier. Le seul pays qui vit en autarcie, c'est la Corée du Nord. On ne peut pas dire que c'est particulièrement réussi. Alors, c'est 13%, les importations vers les US, c'est 13% du commerce mondial. Ouais, mais c'est un des arguments de l'administration. Non, mais ça l'est. Après, c'est toujours pareil avec lui, c'est qu'il y a, il y a toujours un fond de vrai et un fond qui n'est pas idiot. C'est juste la méthode pour le faire qui est assez étonnante. Ouais. C'est vrai que les Europes, c'est 20%, donc les autres zones du monde ont plus à perdre que les États-Unis. Ouais. Mais en tout cas, boursièrement, évidemment qu'on est sur des niveaux d'achat sur énormément de sociétés et de secteurs. Quand le plan Merz a été annoncé, tu as plein de sociétés allemandes qui ont pris 25% instantanément. On s'est dit oui, mais à ce prix-là, c'est trop cher. Bon, ça y est, on y est revenu. Ouais. On peut rejouer le plan allemand, là. Donc, on peut rejouer le plan allemand. Donc, voilà, on a raté le premier tirage. On a une chance, deuxième tirage maintenant. Le seul sujet, c'est le timing. Le timing, on le maîtrise. On ne sait pas quelles seront les réactions des uns et des autres. En tout cas, il n'a pas réagi à la Chine quand la Chine a dit on va vous mettre 34% aussi. Donc il a déjà pas fait ce qu'il avait dit au départ. Il n'a pas répliqué en disant puisque c'est ça, je te recolle 34% de plus. Il l'a pas fait. Donc il a aboyé, mais il n'a pas mordu à nouveau. Il n'a rien fait. Donc ce qui est un premier signal. Et effectivement, la fake news qui est pas fake. Probablement est un indicateur intéressant. Oui, qu'elle soit fake ou pas d'ailleurs, encore une fois, ça montre la réaction de marché dans le cas où une pause sur les tarifs serait annoncée un jour. En tant qu'allocateur d'actifs et en tant que gérant, timing, fondamentalement, tous les jours, on investit là. D'accord. Timing, le timing, c'est toujours compliqué. Oui, bien sûr, ouais. Mais fondamentalement, c'est déjà des opportunités de long terme pour vous, pour un stock picker avec une vision long terme. Comment la confiance peut être rétablie ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on fait atterrir le niveau des tarifs ? Et effectivement, partant alors d'un tarif moyen effectif de l'ordre de 20-22% aujourd'hui pour les importations aux États-Unis, prenant en compte toutes les annonces, l'idée peut-être est d'atterrir à un tarif moyen effectif de, 15%, pourquoi pas, peut-être en dessous. Est-ce que ce mouvement-là suffirait à rétablir une partie de la confiance qui a été détruite en moins de 90 jours d'exercice du pouvoir à ce stade pour Donald Trump ? Je ne pense pas. J'essaye de raisonner hors tarif, avant Liberation Day, même avant le Canada et le Mexique. On avait en début d'année, alors en fin d'année dernière, on parlait tous d'US exceptionnalisme, qui est vrai avec les valeurs de la tech, etc. Puis très vite, on s'est quand même dit que la dynamique de l'économie américaine, tarif ou pas tarif, la croissance allait ralentir. Alors on ne parlait pas encore de récession. Et de l'autre côté, on a eu un plan de relance qu'on n'avait absolument pas vu venir, mais qui est ce qu'il est, qui est très important. Et donc on avait une dynamique de plus en plus de défiance envers l'économie américaine et de plus en plus de confiance, même si on partait de très bas, sur l'Union européenne. Donc je ne pense pas que cela suffise. Je pense qu'il y a
il y a plus besoin d'une mesure de relance. Alors, si le fait de mettre ces 15% de tarifs all across the board lui permet de faire une coupe de taxes sur les sociétés, ça va relancer la confiance. Mais il faut qu'il y ait cette coupe de taxes. Si c'est couplé de, je sais pas, Powell qui dit, je reprends mes baisses de taux, ça peut relancer aussi la confiance. Mais il faut quelque chose dans le sens où l'économie US ne va plus tenir par elle-même. On parlait de la consommation qui est 70% du PIB. Aujourd'hui, la consommation, elle est de plus en plus déprimée et ça va se voir dans les hard data. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a besoin il y a besoin de plus que juste se settle sur les tarifs et dire OK, c'est bon, on arrête là. Et je voudrais revenir quand même sur la Chine. Je pense qu'on est autant positif sur la Chine. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Qu'il y ait négociation ou pas, ce qu'est en train de faire la Chine, je trouve, est plutôt très bien organisé. Ils ont répondu à Trump de façon violente. Oui. Le message, c'est il y en a assez. Ouais. C'était un jour férié en Chine. Ils font jamais ça. Ils répondent jamais un jour férié, normalement. 34% de tarifs, il n'y a pas que ça. Il y a l'arrêt d'import de produits de volaille. Il y a restriction d'exportation de ce type de terres rares, qui est nécessaire notamment pour batteries, panneaux solaires, ce dans quoi investit Elon Musk. Et il y a 11 entreprises de défense américaines listées dans entités peu fiables ou non fiables, ce qui leur permet de prendre des sanctions. Donc en fait, le centre de tout ça, on se sent bien, hein, même si on n'est que dans une guerre commerciale. Le centre de tout ça, c'est un peu Taïwan aussi. J'étais étonné qu'ils répondent comme ça, de manière aussi véhémente. Néanmoins, même si Trump n'a pas répliqué, aujourd'hui, les tarifs que Trump a mis en place vis-à-vis de la Chine, s'ils restent comme ça, effectivement, vont leur faire mal. Et donc aujourd'hui, la Chine est obligée de faire son plan de relance de façon locale. C'est d'ailleurs une des infos du jour. Ils sont en train de réfléchir même à accélérer le plan de relance tourné vers la consommation. Exactement. Et c'est là où je suis extrêmement positif sur la Chine, puisque c'est quelque chose qu'on attendait depuis au bas mot 2 ans. Alors je regarde les business locaux là aussi. Hein. Il peut y avoir de grosses entreprises qui ont un business local. On peut citer Tencent Music ou JD par exemple, qui sont dans la tech. Et donc voilà, je pense aujourd'hui que la Chine, même si c'est un marché très volatile, ils ont bien accusé le coup. On peut peut-être étudier ce marché-là. Est-ce qu'ils ont besoin de jouer avec le yuan un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un risque, et ça peut être un risque de marché, hein, d'avoir une vraie dévaluation pilotée, bien sûr, du yuan par Pékin? La question, effectivement, c'est de savoir ce que l'administration Trump souhaite faire du dollar. Alors, effectivement, la théorie du complot dit que l'idée derrière tout ça, c'est pour Trump d'affaiblir structurellement le dollar, pour redonner de la compétitivité. Oh, bon, ça a été écrit explicitement. Hein, donc, voilà. Il y a aussi le fait de transférer une partie, mais sans qu'il y ait de défaut effectif de la dette à 10 ans en dette perpétuelle. C'est possible, c'est plus compliqué à faire. En tout cas, un des plus gros porteurs de dette américaine, c'est la Chine. Donc il faudrait les convaincre dans une négociation peut-être, la contrepartie étant une baisse justement des droits de douane, de transférer une partie de cette dette à très long terme. Donc il y a des choses à négocier là-dedans. Voilà, donc on partage effectivement l'idée que le marché chinois, après plusieurs années de purgatoire et des tentatives des petits rebonds qu'on a eu récemment, mais qui n'effacent pas encore cette sous-performance significative depuis 3 ans, est très attractif. Effectivement, alors comment on peut le jouer? Soit effectivement en direct, soit aussi via par exemple un secteur comme l'énergie qui a extrêmement souffert. On sait que l'économie chinoise est très intense en énergie, en particulier en pétrole, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans 10 ou 15 ans, mais en tout cas ça l'est aujourd'hui, que le pétrole a doublement baissé, à la fois dans les mouvements, donc la crainte actuelle, donc, mais également donc, sur cette décision très géopolitique. Tu arrives à un moment quand même assez étonnant de l'Arabie Saoudite d'ouvrir les vannes, soi-disant pour punir le Kazakhstan, mais sans doute pour punir les Russes, de ne pas se mettre à la table des négociations et de faire avancer le processus de paix en Ukraine. Donc ça aussi, ça pourrait très vite, parce qu'on est quand même, en quelques jours, on est allé toucher des seuils sur le pétrole, pétrole qui commence à être compliqué pour l'Arabie Saoudite. Donc tenir ça pour quelques semaines, sans doute, c'est possible. 1 mois ou 2 peut-être, après ça va devenir compliqué. Donc là aussi on pourrait avoir en plus donc, du redémarrage de la Chine, cet aspect géopolitique qui redonne un peu un coup de boost au pétrole, avec des valeurs qui sur on va dire 4-5 séances ont perdu jusqu'à 1/3, voire 40% de leur capitalisation.
Bon, voilà, ça peut être un moyen de jouer la Chine, par exemple. Ouais. Bon, on suivra. Alors Trump, à l'instant, menace quand même la Chine. Il ne fait rien, mais il dit que ce sera 50% de plus si la Chine continue et n'enlève pas évidemment ses tarifs. Comment on rétablit la confiance quand, je veux dire, encore une fois, en 90 jours, beaucoup de dommages a été fait. On l'a tous suivi, mais des pro-Trump venant des marchés, des Bill Ackman, des Druckenmiller, commencent explicitement aujourd'hui, via leurs réseaux sociaux, dire non, finalement, c'est pas tout à fait ça qu'on attendait. On n'a pas forcément voté pour tout le package Trump tel qu'il est en train de se mettre en place. Ça peut venir des CEO, ça peut venir des financiers. Quand on lit les journaux américains du week-end, oui, le téléphone de Scott Bessent, je pense qu'il a fondu ce week-end tellement on a dû l'appeler ou ses anciens collègues, etc. Est-ce que là, on peut quand même mettre quelques barrières, un floor sur le marché de ce point de vue-là? Est-ce que ça doit venir de la Fed à un certain stade? Ouais, mais la Fed, elle dira quoi? Ben, je sais pas, moi. Le marché attend 5 baisses de taux de la Fed cette année, donc le marché estime bien que la Fed doit dire quelque chose peut-être à un moment, en tout cas dans un scénario tel que le marché le vit aujourd'hui. Pour l'instant, le marché nous dit que les US vont rentrer en récession. Ouais. Il y a un risque fort, ouais. Ouais, je crois, et en tout cas, qu'il y a un risque fort et qu'il a déjà pricé des baisses d'earnings cette année et l'année prochaine. Il n'y a aucun économiste qui dit ça pour l'instant. Comme je disais, c'est 13%, les US, c'est 13% des importations dans le monde. Mais il reste 87% dont les taxations ne changent pas. Donc il y a le reste du monde fonctionne. La Chine redémarre un petit peu. Il y a plein d'éléments différenciateurs là-dessus. Moi, le problème avec Trump, c'est qu'il faut faire un peu, si on fait un peu de psychologie de bas étage. Moi, ce qui m'inquiète fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas par rapport à Trump 1, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de contre-pouvoir en fait. Et l'aspect inquiétant dans tout ça, c'est quand on regarde beaucoup d'économies importantes. Les US, c'est devenu ce que c'est devenu en termes de contre-pouvoir. La Russie, on sait ce qui se passe depuis longtemps. La Chine, un des sujets, c'est qu'on a quand même le sentiment, ce que Xi a fait pas mal de ménage autour de lui depuis plusieurs années pour être maintenant nommé grand timonier ad vitam aeternam à vie. Le cœur du pouvoir. Voilà. Donc on a l'impression qu'il y a pas mal d'économies majeures dans le monde qui ont, d'une façon ou d'une autre, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas de pays comme ça. Si vous rangez les États-Unis de Trump dans ces catégories de pays que vous citez, qu'est-ce que ça implique alors pour le dollar, pour la détention d'actifs américains? Est-ce qu'on aura envie toujours demain, je poserai la question à un allocataire, mais est-ce qu'on aura envie structurellement, fondamentalement, demain d'avoir toujours la même proportion d'actifs américains dans une allocation et dans un portefeuille? Je dis juste qu'en France, on a vu que les juges n'avaient pas forcément bonne presse lors d'une décision. Je dis juste qu'à la façon de Marine Le Pen, Donald Trump critique aussi les juges qui ont cassé certaines de ses décisions. Donc il y a quelques similarités et qu'il y a un rapport à la réalité qui est un peu volatile. Quelle que soit la réalité en fait qui est un peu volatile et qu'il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoir dans cette administration-là, que c'est Musk dans le cadre du Doge, qui est fondamentalement une très bonne idée, le Doge. Personne ici va critiquer le Doge. Sauf que quand c'est les gens de SpaceX qui vont auditer la FAA, donc tu as quand même une boîte qui va auditer, des ingénieurs d'une boîte qui va auditer son régulateur, son administration de tutelle. Personnellement, je trouve ça un petit peu étonnant dans un état de droit. Donc voilà, donc la réalité, c'est que le plus inquiétant pour moi, c'est ça. Après, mais ça va laisser des traces, ça, dans l'esprit des investisseurs? Parce qu'il y a ceux qui me disent mais le marché c'est un poisson rouge, donc la mémoire, ça s'efface assez vite. Et puis il y a ceux qui se posent des questions un peu plus fondamentales et des questions que j'ai jamais entendues. Je sais pas, mais je suis un investisseur. Vous savez, on avait quand même, il y a plusieurs personnes peut-être qui sont investisseurs dans Nexans, dans des boîtes de câbles, dans l'éolien offshore, qui ont signé des contrats aux États-Unis, dans le large de New York. Où on peut te dire qu'un contrat qui a été signé peut être annulé parce que les éoliennes, Trump a dit les éoliennes c'est nul, je préfère le charbon, les éoliennes offshore ça tue les baleines donc c'est mal. C'est pas une plaisanterie, il a fait du bureau ovale. Donc en réalité, une fois encore, il y a un rapport au droit qui est un peu volatile et donc ça veut dire que ce qui a été dit n'est pas gravé dans le marbre.
Et donc, pas en tant qu'investisseur, je parle en tant que personne qui alloue du capital au sein d'une entreprise. Oui. Est-ce que si j'investis dans Bien cet sûr. endroit-là, est-ce que c'est pérenne? Est-ce que les aides qu'on m'a promis sont pérennes? Oui, non. Donc c'est un rapport au droit. Et dans le bêta, donc il y a une notion un peu financière de base, la prime de risque, c'est un peu lié à la géopolitique. Et tous les pays qui sont considérés comme instables voient leur prime de risque qui augmente. Donc de façon factuelle aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'en dira un éminent investisseur d'un éminent acteur américain, comment tu analyses la prime de risque d'un pays où le rapport au futur et au droit est pas aussi clair qu'il n'était avant? Ouais, sur le plan légal, je pense qu'il y a des ramifications dont on n'a même pas encore conscience aujourd'hui. Alors déjà, les premières salves de tarifs vont être attaquées sur le plan légal. Il y a l'idée au Congrès qu'on puisse retirer ou amoindrir les pouvoirs du président américain à travers les executive orders sur le commerce en tant que tel. Des entreprises dans le secteur aéronautique, un fournisseur d'Airbus et de Boeing qui estime que Donald Trump, les tarifs de Trump peuvent être vus comme un choc exogène, ce qu'on a vu pendant le Covid, qui permettent d'activer des clauses de cas de force majeure dans les contrats pour dénoncer des contrats, des fournitures vis-à-vis des clients. Exemple, je crois que j'ai vu un truc comme quoi l'iPhone, le cost of goods sold de l'iPhone, donc le coût de fabrication de l'iPhone, le dernier iPhone, c'est un peu moins de $600. Ouais. Avec les droits de douane, ça prend entre 250 ça et peut être $300 à la place de $1 000 pour le prix final. Donc, du coup, pour des entreprises américaines, en fait, il y a toute une chaîne de valeur qui a, à mon avis, pas forcément été très bien appréhendée. Et comme on dit, c'est un président du 20e qui vit au 21e avec des solutions économiques du 19e. Ça paraît un peu schématique, mais c'est un peu vrai. Ça rejoint la question de la confiance que je vous posais tout à l'heure, Alexandre. Mais oui, est-ce qu'un allocataire se pose la question de savoir demain, fondamentalement, structurellement, combien est-ce que j'ai envie de porter de dollars, d'actifs américains dans mon portefeuille? Est-ce que c'est déjà la question ou est-ce que c'est une question hypothétique Le dollar, on peut se poser la question du dollar. En tout cas, pour le coup, c'est une position qui est pas mal couverte dans nos portefeuilles aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, la confiance est un petit peu relancée en Europe et complètement écrasée aux États-Unis aujourd'hui. Après, sur les actifs américains, il reste quand même de très belles entreprises. Pour la petite anecdote, moi j'ai une question de client qui est pas bête. Est-ce qu'on doit boycotter les États-Unis, arrêter d'investir en actions US? Mais ça aussi, c'est le truc que j'ai jamais entendu. Pendant Trump 1, j'ai jamais... Et là, sans révéler de secret, mais des banquiers privés qui... Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais qui me disent, oui, j'ai des clients qui ont appelé en me disant, sortez-moi des US parce que je veux pas... Alors, ils ont eu le bon timing en plus, mais je veux pas être investi sur des actifs américains avec le Trump tel que je le vois aujourd'hui. Et mettez-moi sur l'Europe parce que je veux que mon argent aille en Europe. Alors, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Peut-être que demain, cet argument, il tombe à la poubelle. Oui. Mais en tout cas... On l'entend. Ils ont eu le bon timing parce que c'était pas au moment des tarifs. C'est au moment de l'entrevue avec Zelensky. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Non, ce à quoi j'ai répondu, moi, si vous voulez boycotter les US, arrêtez de vous réfugier dans les treasuries. C'est plutôt comme ça qu'on boycotte les US. C'est peut-être d'ailleurs ce que le marché est en train de faire aujourd'hui. Donc, et surtout, il faudra voir parce qu'on a parlé de l'arme du yuan, mais typiquement un pays comme le Japon a des positions en treasuries qui sont énormes. Le stock est énorme. Et on pensait que le Japon était probablement le meilleur ami des États-Unis et qu'il n'y aurait pas de tarifs sur le Japon. En tout cas, le marché japonais tenait là-dessus sur le premier trimestre. Ils ont été traités comme les autres, au moins dans un premier temps. Peut-être qu'après, il y aura des négociations. Mais donc oui, la confiance sur les actifs US à long terme, je pense qu'elle va revenir parce qu'il y aura des opportunités. Il y a encore une fois de très belles boîtes sur le marché américain. C'est quand même ce qui attire au départ. Mais là, à court terme, en tout cas dans ma réallocation, je regarde beaucoup plus ex-US que aux US. Et pour revenir sur le point des contre-pouvoirs, parce que c'est hyper important, et ça correspond aussi à la question du boycott des US, le seul contre-pouvoir que je commence à voir aujourd'hui, c'est la rue. Donc il y a eu au moins 1200 manifestations samedi partout. Même dans des États républicains. Si ça prend de l'ampleur, il va peut-être se passer quelque chose. Certains députés républicains, comme on a pu le voir, vont peut-être voter de l'autre côté sans avoir
en ayant moins peur, disons. Parce que là, effectivement, Trump, il garde ceux qui sont fidèles. Hein. C'est exactement ça aujourd'hui. Et puis, il faudra attendre les mi-termes. Ouais. Parce que la dernière fois qu'il y a eu des manifestations comme ça dans tout le pays, les mi-termes ont été gagnés par les démocrates avec la plus grande marge de l'histoire. Est-ce que ça va se reproduire? Peut-être. En tout cas, il faut attendre au moins 1 an et demi avant de le savoir. Bon. Avec peut-être entre-temps quand même la question des baisses d'impôts qui va aussi arriver en tant qu'adoucisseur de la situation. C'est quand même, ça fait partie du pari trumpien. Bon, comment on navigue dans ce marché? Peut-être qu'on peut caractériser un peu certaines des opportunités que vous voyez déjà. Alors chez Fidelity, Bertrand, pour les actions internationales. Alors, sur les opportunités, effectivement, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des secteurs. Je parlais de l'énergie, qui est un secteur qui est très intéressant. Le secteur des matières premières également. On regarde l'aluminium qui s'est effondré. Là encore, s'il y en a des stimuli un peu partout dans le monde, ce qui risque d'être le cas, il va y avoir une consommation d'aluminium importante. Donc, c'est assez... donc c'est un secteur, par exemple, intéressant. Quelque chose qui paraît peut-être un peu plus folklorique, mais qui a énormément de potentiel, c'est dans le secteur de l'alimentation, par exemple le saumon. Le saumon, en fait, est un des plats préférés des Américains, mais de la partie low income. Les Américains ne produisent pas de saumon, ils importent la quasi-totalité de leur saumon, notamment du Chili. Et il y a des droits de douane qui ont été mis au Chili. Alors, c'est que 10%, mais c'est quand même 10%. Donc là, on tape directement dans l'électorat de Trump, dans leur capacité à nourrir leurs enfants. Donc là encore, voilà. Mais c'est un titre, par exemple, qui est Movi, qui est une société leader norvégienne, mais avec beaucoup d'actifs au Chili, qui a perdu, depuis le début de cette crise, 20%. Voilà, pour un business qui n'est pas forcément très volatile. Là, on ne fait pas, pour le coup, comme sur l'énergie ou sur l'aluminium, un pari sur un rebond cyclique de l'économie. Là, on est simplement dans un secteur qui devrait être défensif, qui n'a pas été pour les mauvaises raisons, et qui devrait, à un moment donné, bénéficier d'un... C'est intéressant cet exemple. Comment l'entreprise, c'est quoi la stratégie de l'entreprise? Elle va perdre assez peu de demandes sur un marché où il n'y a pas de substitution possible. Exactement, il n'y a pas de substitution possible. Donc en fait, eux, leur stratégie, ils ne changent rien. Oui, bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de substitution possible. Vous avez du saumon qui est produit au Chili, qui est réfrigéré, qui est envoyé aux États-Unis. C'est 80% de l'approvisionnement des États-Unis. Et donc là, on peut imaginer que la hausse de tarifs, 10%, sera entièrement passée aux consommateurs. Exactement, même peut-être plus. Même peut-être plus. Je pense que certaines sociétés, pour se protéger contre éventuellement un renchérissement inattendu des droits de douane, c'est ça aussi la comprend pas la logique. On va passer les tarifs et un peu plus encore si on peut pour se couvrir contre... Constituer un coussin de sécurité au cas où effectivement quelque chose qui n'est inattendu arrive. Peut-être qu'à un moment donné, le Chili, on sait que c'est aussi beaucoup du cuivre. Peut-être qu'à un moment donné, Trump va faire quelque chose contre globalement le cuivre et qui va toucher le Chili. Et donc de ce point de vue-là, voilà. J'ai plus la liste, mais pharma, semis, bois, cuivre, tout ça, ça a été exempté, mais dans l'attente des résultats d'enquête du Trésor qui vont arriver spécifiquement sur ces produits et ces secteurs et qui doivent conduire, selon Trump, à des tarifs spécifiques sur ces ressources-là. Sébastien, sur l'investissement en tant que tel. Alors bon, il y a des opportunités. Vous avez cité Elis tout à l'heure. C'est un titre spécifique, mais être européen, être small et mid, ça peut être une forme de protection dans un monde Trump 2.0. En fait, ce qui est intéressant avec l'Europe, pour prendre le cas spécifique de l'Europe, des small et des mid, c'est que, ça fait 3-4 ans qu'on dit que c'est pas cher, tout le monde s'en fout. Que le consensus de début d'année, je le rappelle, c'était en dehors des US, pas de salut. Les 7 magnifiques, c'est magnifique et ça va continuer à monter parce que de toute façon, c'est comme ça. Que si vous preniez un tracker vegan, la première ligne, c'était Nvidia et tout le monde trouvait ça normal. Donc voilà, le monde a un peu changé. Et là, on a vraiment une capitulation. Sur pas mal de titres, on a eu de la capitulation. Ce qui veut dire que quand personne n'en veut, personne n'en a et que ça a capitulé, ça représente un point d'entrée intéressant. Et la bourse, vous savez que ça fonctionne quand c'est pas les niveaux absolus qui comptent, c'est quand les surprises deviennent positives, c'est-à-dire qu'on n'attend rien et qu'il y a quand même un peu quelque chose. Et ces boîtes-là, il n'y a pas de raison que leurs fondamentaux et que leurs perspectives soient altérées en profondeur, en tout cas, j'entends. Mais si, parce que les droits de douane suivant les secteurs, là, c'est vraiment être au cas par cas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, vous êtes sur une classe d'actifs délaissée, décotée par rapport au large cap, décotée par rapport au private equity, dans des
niveau incroyables. de proportions totalement incohérentes, quasiment des ratios de valo de 1 à 2 minimum. Ce qui veut dire que là-dessus, fondamentalement, vous ne prenez pas de risque à acheter aujourd'hui ce genre d'action. Point barre, et vous pouvez vendre demain ou après-demain, c'est liquide, vous n'avez aucun problème. Donc et puis souvent, dans le cas précis des small and mid, c'est des business qui sont souvent plus européens, c'est ça, plus locaux. Ouais. Donc il y a, bon là, il faut faire du stock picking et faire au cas par cas, mais il y a vraiment, en tant que classe d'actifs, c'est effectivement intéressant. Donc, c'est pas un mauvais environnement finalement pour cette classe d'actifs. Et puis surtout, vous faites face à des managements qui, depuis 5 ans, ont eu le Covid, la guerre, une dislocation absolue des chaînes logistiques, et qui s'en sont sortis souvent plutôt bien. Ouais. Et puis après, on vit dans une époque complexe, mais hallucinante, où là, on vient de passer 2 ans et demi de cycle hardware dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est fini. Là, on va rentrer dans une période où on va voir l'innovation de nos yeux vus, notamment sur l'IA, sur le logiciel. Ça va nous impacter au quotidien, ça va impacter la santé de façon extraordinaire. Donc on vit une période... C'est le début. Où on n'est qu'au début. Ouais. Donc il faut vraiment se positionner là-dessus, ouvrir ses chakras bien grands, parce que les choses sont en train de changer vite. Donc il faut avoir un peu d'optimisme et se positionner pour le futur. Et il y a vraiment beaucoup de sociétés en Europe et dans le reste du monde qui sont bien câblées pour ça. C'est le début de la démocratisation de l'IA. Petit coup de pub, on recevra demain les équipes managériales de LightOn. Ça a été une des introductions en bourse, pure player de l'IA générative introduit en bourse sur le marché parisien en fin d'année dernière. Pour finir avec vous, Alexandre, vous disiez en début d'émission d'ailleurs que vous arrêtiez d'être vendeur, de vendre aujourd'hui, c'est ça, en tant qu'allocataire ? Oui, tout à fait. Bon, alors après, il faut bien préciser ce qu'on regarde. Si on vise un rebond de court terme ou le rebond de chat mort qui aura lieu, dans ces cas-là, on va chercher du Nasdaq. C'est assez simple. Et si on cherche un rebond plus durable, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, en particulier l'énergie et le pétrole, dont certains de mes fonds spécifiques qui ne sont pas ISR, on peut faire du pétrole. Donc oui, c'est quelque chose que je regarde et que je renforce. Et sur alors la Chine, j'en ai beaucoup parlé. Et sur les petites capitalisations européennes, oui, pour le rebond durable, pour tout ce qui a été expliqué, il faudra quand même regarder si l'augmentation de l'incertitude ne fait pas fortement chuter en Europe les dossiers de M&A, parce qu'on regarde beaucoup ça aussi. C'est le cas aux US. 50% des boîtes en private equity sont à 5 ans à peu près de détention, donc on arrive à un moment clé quand même pour beaucoup de... Donc c'est aussi un des facteurs motivants d'investir dans les small and mid en Europe. Donc, c'est plus sûr dans le côté que dans le non-côté aujourd'hui. C'est plus sûr dans le côté que dans le non-côté. En tout cas, on voit dans le côté le prix quotidien des choses, quoi. J'ai un biais, mais... Oui, on a compris lequel, évidemment, Sébastien. Bon, merci à vous trois, en tout cas. Merci d'avoir été là pour ce lundi un peu particulier sur les marchés, qui a été encore un lundi de souffrance pour les indices actions. On termine quasiment à -5 sur le CAC, -4 sur le DAX, et les marchés américains qui sont en baisse, mais une baisse toute relative par rapport à ce qu'on a vécu jeudi et vendredi dernier. Fin de séance à suivre encore à Wall Street. Merci beaucoup Bertrand, puis Fidelity, Alexandre Taebsi, Comment Asset Management, et Sébastien Lalvé, Montpensier Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure thématique consacré au changement peut-être de perspective macroéconomique après quasiment 80 jours d'exercice du pouvoir par Donald Trump et son administration, et évidemment la question tarifaire qui est au cœur de tout aujourd'hui et au cœur de la séance de marché qu'on vient de vivre ce lundi. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence pour évoquer la question sur le plan économique. Vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Bonsoir et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Si on part des pricing de marché qu'on arrive à lire dans ce moment un peu désordonné, il y a l'idée que les États-Unis sont en train d'aller assez vite vers la récession. En tout cas, le risque de récession est en train de monter assez vite pour l'économie américaine et peut-être même pour d'autres zones derrière l'économie américaine. Nadia, partant de là, j'imagine qu'il y a 2 grandes hypothèses. Est-ce que ça bouge sur les tarifs ? Si oui, dans quel sens et à quelle vitesse ?
Et si ça ne bouge pas, si on reste en place plusieurs jours, plusieurs semaines, tels que les tarifs ont été annoncés la semaine dernière, qu'est-ce qui peut se passer sur le plan économique ? Non, alors c'est clair que la probabilité de récession a fortement augmenté aux États-Unis. Au fond, on se retrouve avec une économie plongée dans l'incertitude qui nuit, où on voit que les perspectives d'investissement et de consommation sont impactées. On le voit déjà dans certaines enquêtes. En plus, vous avez les consommateurs qui font face à une hausse des prix à venir. Donc tout ceci est néfaste pour l'économie américaine. Et c'est clair qu'au niveau global, là aussi, la plupart des pays sont impactés par ces tarifs. Donc voilà, on se retrouve vraiment dans une situation où si les tarifs persistent, on pourrait effectivement avoir un scénario de récession aux États-Unis, voire récession globale. Alors nous, pour l'instant, comme scénario central, on part de l'hypothèse qu'une partie des tarifs dans certains pays vont être diminués. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même partir du postulat qu'au fond, les 10% par exemple de tarifs qui sont déjà appliqués depuis samedi resteront parce qu'au fond, cette administration a besoin de revenus pour financer les baisses d'impôts à venir dans le deuxième semestre, voire l'année prochaine. La perspective quand même qu'au-delà de ce socle de 10% tarifaire, la perspective quand même qu'il y ait des négociations, et visiblement c'est le cas, et que ces négociations aboutissent à une diminution du niveau des tarifs moyens effectifs mis sur la frontière du marché de consommation aux États-Unis, Nadia, cette perspective-là, elle reste plausible. Oui, elle reste plausible. Et d'ailleurs, cet après-midi, on avait ces rumeurs de baisse. C'est ce qu'on s'est dit dans l'émission, Nadia, que l'information, a priori, elle n'est pas avérée, elle n'est pas fondée. Donc il y a eu un moment un peu de désordre dans les marchés, mais en même temps, elle a servi d'un excellent ballon d'essai. C'est-à-dire qu'on a vu comment le marché réagirait si jamais Trump annonçait une suspension des tarifs pour 90 jours, à l'exception de la Chine. Effectivement, je pense qu'il faut se baser de toute façon que sur ce que Trump dit. Et oui, je pense que le scénario reste possible d'une baisse de tarifs dans certaines régions. On voit que la plupart des pays ou régions se précipitent pour offrir des réductions de tarifs. On le voit aussi du côté européen. On l'a vu ce week-end au Vietnam, au Taïwan. Donc on voit vraiment qu'il y a cette démarche, justement cette volonté pour chaque pays de vouloir réduire les tarifs. On voit tout de même que Trump reste très agressif sur la Chine. Je pense que vraiment le fait que les Chinois aient annoncé de nouvelles mesures, provoque chez Trump potentiellement une nouvelle hausse de tarifs. Donc oui, effectivement, je pense que dans certaines régions, on peut partir du principe qu'on aura peut-être des baisses à venir. Est-ce que cette idée-là, l'idée que les négociations pourraient se conclure quand même à un moment, Nadia, est-ce que ça permet de rétablir la confiance qui a été perdue en 80 jours, ou est-ce qu'il en restera forcément quelque chose, et que cette confiance-là, la confiance qu'on pouvait avoir au départ, et quand je dis confiance, à la fin de la journée, c'est la confiance dans le dollar, j'imagine, Nadia, est-ce qu'une partie de cette confiance-là est abîmée pour longtemps ? Je pense qu'une partie du mal est faite. Au fond, c'est vrai que c'est très difficile de se projeter même dans une semaine. Et imaginez pour les entreprises américaines qui au fond ont très peu de visibilité sur les politiques à venir. Je pense vraiment qu'une partie du mal a été faite, et on aura les répercussions sur l'économie américaine, mais aussi potentiellement sur d'autres économies. Donc oui, je pense vraiment qu'une partie du mal a été faite. Le marché, alors dans cette phase désordonnée, un peu stressée, on va dire, le marché s'est mis à pricer jusqu'à 5 baisses de taux de la Réserve fédérale américaine pour cette année. Nadia, quand on prend un peu de recul en tant qu'économiste, est-ce que vous avez envie d'endosser ce pricing de marché, ou est-ce que vous restez prudente encore à ce stade sur l'idée de 5 baisses de taux de la Fed devant nous là ? Alors c'est vrai que la situation de la Fed est compliquée. Au fond, on sait que les tarifs sont inflationnistes, donc on s'attend à une hausse de l'inflation, mais d'un autre côté, effectivement, vous avez tous les impacts négatifs liés à l'incertitude, liés à la baisse de la consommation. Donc la Réserve fédérale, au fond, se retrouve vraiment dans une situation très compliquée. Alors nous, c'est vrai qu'on voit
plusieurs baisses de taux cette année, un peu moins que ce qui est pricé par le marché. Mais effectivement, la Fed se retrouve dans une situation où potentiellement dès juin, on pourrait la voir baisser de 25 points de base déjà. Mais des baisses de taux qui ne seraient que des baisses de taux pour neutraliser ou normaliser la politique monétaire à ce stade. Vous ne voyez pas encore le besoin pour la Fed d'aller franchement en territoire d'accommodation monétaire? Pas pour le moment. C'est vrai que si on part du principe qu'on pourrait potentiellement avoir certaines baisses de tarifs ces prochains mois, je pense que la Réserve fédérale va vraiment être dans une situation meeting by meeting, vraiment essayer je dirais pas de deviner quelles vont être les prochaines politiques de Trump, mais au fond, je pense qu'elle va devoir un peu regarder les pressions inflationnistes et d'un côté l'impact sur notamment le marché du travail, qu'on ne voit pas vraiment se détériorer de manière très rapide, mais on aura tout de même une détérioration sur le marché du travail qui va venir ces prochains mois si ces tarifs persistent. Côté européen, qu'est-ce qu'on peut dire du choc potentiel? Alors, partant de l'idée que pour l'instant, on a nos 20% de tarifs, peut-être un peu moins demain, mais pour ça, chaque pourcent de tarifs qui resterait, qu'est-ce que ça implique pour l'économie européenne, Nadia? Bon, sans ambiguïté sur la croissance, c'est un impact négatif, au fond. Après, par pays, c'est vrai que l'impact varie. On sait par exemple que l'Allemagne sera plus impactée que l'Espagne, par exemple. Mais sur la zone euro dans son ensemble et sur l'Europe dans son ensemble, c'est vrai que c'est un impact sur la croissance qui est négative. Maintenant, sur l'inflation, c'est un peu plus ambigu. C'est vrai que on aura quelques pressions inflationnistes, mais tout de même, si on part du principe qu'on a une croissance un peu plus faible, une devise qui s'est appréciée, l'euro, on l'a vu, c'est légèrement renforcé, un prix du baril qui diminue, mais aussi, qui est le plus grand risque à mon avis pour l'Europe, une réorientation de certaines exportations en provenance de l'Asie vers l'Europe. Tout ceci est déflationniste pour l'Europe et pour la zone euro. Un point clé, Nadia, le vrai risque, comme vous dites, c'est peut-être moins les 20% de tarifs de Trump sur les produits européens exportés vers les États-Unis que le raz-de-marée de produits chinois, qui a déjà commencé, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui pourrait s'intensifier encore au fur et à mesure que la Chine aurait besoin de trouver des débouchés, voyant le marché américain fermé pour ses produits? Tout à fait, c'est raison pour laquelle la Commission européenne a annoncé une task force liée à ce risque. Donc pour moi, effectivement, c'est un des gros risques pour l'Europe et pour la zone euro. C'est une décision facile du coup pour la Banque Centrale Européenne le 17 avril prochain, Nadia, mais facile dans le sens où il y a encore quelques jours, à peine quelques jours, certains se questionnaient ouvertement de la nécessité de baisser à nouveau les taux le 17 avril et jugeant qu'une pause pouvait être tout à fait pertinente dans le contexte. Alors, je dirais que pour les hawks de la BCE, ça va être un peu plus difficile de trouver des arguments pour une pause en avril. Même, si on regarde l'inflation, effectivement, on a cette décélération des services. Les négociations aussi salariales, qui étaient un des grands arguments des hawks, on voit justement cette baisse de la croissance des salaires attendus pour ces prochains mois et pour l'année prochaine. Et vous avez ce nouvel impact sur l'inflation européenne liée justement à ces risques de réorientation des exportations asiatiques vers l'Europe. Donc c'est vrai que je dirais que pour les hawks, il y a très peu d'arguments de maintenir une pause, si ce n'est, c'est vrai que le package fiscal allemand, mais ça c'est plutôt une histoire de 2026, on est encore très loin de cela. À court terme, l'impact vraiment sur l'Europe est négatif sur la croissance et sur l'inflation, selon nous, c'est vraiment un impact déflationniste. Bon, si la BCE est effectivement dans un meeting by meeting approach et avec l'évaluation des données entrantes à chaque nouveau meeting, il y aura une baisse de taux le 17 avril. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous pour éclairer la situation actuelle sur le plan macroéconomique. Voilà donc pour Smart Bourse, à retrouver chaque jour en replay sur Be Smart for Change.
Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.